Ara venait de s'endormir sur ma poitrine lorsque mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je me suis légèrement déplacé pour ne pas la réveiller. Un message de maman s'est affiché à l'écran. Je m'attendais à quelque chose de banal et d'amusant, peut-être un rappel sur le lait maternisé ou un lien vers un article européen sur la parentalité qu'elle me suggérait de lire. Mais au lieu de cela, ce sont 6 mots qui ont bouleversé mon univers. On déménage à Barcelone. J'ai vidé le compte. Bonne chance. Je n'ai pas bougé. Pas une minute. Mon corps s'est engourdi avant que mon esprit ne s'éclaircisse. J'ai ouvert l'application bancaire, j'ai regardé le solde du compte familial commun. 0. Ce compte était le nôtre. Le même compte sur lequel nous avions tous cotisé, maman, papa et moi pour les urgences, la garde partagée et la convalescence de Brian. Ils ont pris chaque centime. Pas de numéro de transfert, pas même un post-scriptum. J'ai eu le souffle coupé, haletant. Ara a remué, ses petits doigts serrant ma clavicule. Elle était chaleureuse, confiante et complètement inconsciente que 2 personnes dont elle ne se souviendrait jamais venaient de prendre une décision qui allait changer toute sa vie. J'ai pressé mes lèvres contre son front et murmuré « Merci pour l'avertissement ». Il n'avait même pas attendu la fin du week-end. J'étais censé veiller sur elle pendant que Brian se reposait à Berlin après sa prétendue dépression nerveuse. Personne n'a précisé la durée de cet arrangement, ni qu'il s'agissait d'une disparition et d'un sabotage financier. D'ailleurs, rien de ce qu'il faisait n'était jamais clairement indiqué. J'ai délicatement déposé Ara dans son lit parapluie. Sa respiration était régulière, ses joues encore engourdies. Puis je me suis levé et je suis allé à la cuisine où je gardais les dossiers papier, ce que maman se moquait toujours de moi quand je les imprimais. J'ai sorti le dernier relevé bancaire. Il y a 2 semaines, il affichait plus de 18 000 $. J'ai essayé de l'appeler, bien sûr, directement sur ma messagerie. J'ai envoyé un SMS à Brianny. Pas de réponse. Ma poitrine me faisait mal, non pas de panique, mais de quelque chose de plus lourd, la prise de conscience. Bien sûr qu'ils font ça. Bien sûr, ils me laisseraient avec l'enfant, la dette et le silence. Le réfrigérateur ronronnait doucement derrière moi tandis que je m'adossais au comptoir et regardais autour de moi. Des biberons, des couches, son sac de couchage rose, encore chaud dans le panier à linge. Tout ce qui appartenait à quelqu'un d'autre était désormais automatiquement à moi. Le matin, je commençais à organiser l'emploi du temps d'Ara et à trouver une assistance juridique. Mais pour l'instant, je restais assise à côté d'elle et la regardais dormir. Le poids de tout cela me pesait lourd sur les côtes. Car au fond de moi, je savais déjà qu'ils ne reviendraient pas. Ni pour eux, ni pour moi. Le truc, c'est que je n'aurais pas dû être surprise. Étant celle sur qui on peut compter, ça commence si doucement qu'on ne remarque même pas la queue qui se forme. Je récupère Brianny à la danse classique parce que maman a une date limite, même si j'avais une réunion de club. Je plie les chemises de papa parce que Brianny est distraite, et puis je vois sa distraction se transformer en récompense. Je pensais être utile, que ma fiabilité me rendait précieuse. Mais ma fiabilité est devenue invisible. Brianny était pleine de fougue et de drame. Des larmes sur les parkings, des poèmes sur des serviettes, une douzaine de majeurs à moitié terminés avant de se décider pour l'anthropologie spirituelle. On l'adorait parce qu'elle était désordonnée, brillante et impossible à tenir responsable. Mes parents l'aimaient comme un cristal précieux, même lorsqu'elle brisait tout sur son passage. Moi, j'étais l'étagère. Ils appelaient le fonds familial un filet commun, les contributions de l'activité secondaire de maman, les bourses de conférences de papa, mes jobs en freelance. Tout a commencé après le 2e séjour de Brian à l'hôpital, juste au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de soutien. Je me souviens de l'expression exacte. Quelqu'un d'autre. Pas Brianny. Plus jamais. Quelqu'un d'autre. Mais je n'ai jamais été quelqu'un d'autre. J'étais le système de secours. La première fois que Brianny a vidé le compte, c'était pour une retraite dans les Catskills transformatrices, comme elle l'appelait. La 2e fois, ce fut un déménagement raté à Los Angeles pour écrire les mémoires qu'elle n'a jamais commandités. Ils m'ont dit de ne pas être aussi strict avec l'argent que Brianny essayait de l'être. Entre-temps, j'avais comblé les lacunes de mon assurance auto et j'avais passé 2 ans sans une nouvelle paire de lunettes. Et voilà, nous voilà. Ils m'avaient laissé avec leur fille, avaient vidé le compte et avaient déménagé à Barcelone comme si c'était un congé sabbatique bien mérité. Le silence qui avait suivi ce texto n'était pas seulement cruel. C'était une évidence. Ils n'avaient jamais eu l'intention de revenir. Ni pour aider, ni pour répondre, ni même pour vérifier. Je me suis assis sur le canapé, la pièce plongée dans l'obscurité, et elle roucoulait doucement en dormant. Je me suis souvenu de la dernière fois que ma mère était venue dans cet appartement.
Elle avait froncé les sourcils en voyant ma tasse ébréchée et m'avait dit « Tu n'as toujours pas de vaisselle assortie ». Elle n'avait pas mentionné le carrelage artisanal que j'avais posé dans la salle de bain ni les photos encadrées que j'avais restaurées pour la Société historique. Juste la vaisselle. Bien sûr, elle est partie sans dire au revoir. Elle avait toujours été comme ça. Ils étaient tous comme ça. J'étais la fille discrète, la personne constante. Et les personnes constantes n'ont pas besoin d'avertissement. Mais Zara, si, elle aurait besoin de plus que ce qu'on lui avait donné. Et j'étais la seule à devoir trouver comment lui donner. Au 4e jour, mon corps avait appris à fonctionner par tranches de 2 heures. Les cycles de sommeil d'Ara étaient un jeu de mathématiques imprévisible. 3 siestes de 40 minutes ou une longue série de cris de 2 heures à 4 heures du matin. Ses poumons étaient impressionnants. J'étais à bout de nerfs. Je travaillais comme un fou, corrigeant des notes de bas de page pour un journal d'histoire locale, pendant qu'elle dormait sur une serviette pliée à côté de mon ordinateur portable. Le client m'avait envoyé 2 emails concernant la date limite. J'ai menti en prétendant que le retard était dû à une urgence familiale, ce qui semblait absurdement anodin. Chaque biberon était une négociation, chaque couche une bagarre. Je la berçais jusqu'à en avoir mal au bras, puis je la berçais avec des podcasts dans mes écouteurs juste pour rester éveillé. Il y avait des moments brefs où elle me souriait, les gencives apparentes, et c'était comme de l'oxygène. Puis elle a crié à nouveau et j'ai eu l'impression que j'allais disparaître dans le papier peint. Des amis m'ont contacté, m'ont envoyé des SMS, ont posté quelques mèmes. Personne n'est venu. J'ai appelé Brianny 2 fois et laissé un message vocal. J'ai même écrit un 3e message, lui demandant directement quand elle reviendrait. Je ne l'ai pas envoyé. À quoi bon? Le jeudi matin, après avoir arpenté la pièce toute la nuit avec Ara sur ma poitrine, hurlant contre ma clavicule, j'ai ouvert la porte pour prendre le courrier et j'ai trouvé un petit Tupperware encore chaud dans l'escalier. Un mot, écrit en minuscules lettres cursives. Tu en fais plus qu'assez. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Les rideaux de Madame Haru ont légèrement tremblé. Elle était retraitée, vivait seule et lisait des romans policiers la fenêtre ouverte. Nous n'avions parlé qu'une fois auparavant, à propos du ramassage des ordures. Plus tard dans l'après-midi, elle a frappé légèrement et m'a tendu une courte pointe pliée. Je l'ai faite pour un lit de la mauvaise taille, a-t-elle dit d'une voix ferme, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je l'ai remerciée. Elle n'avait pas demandé à entrer. Elle n'était pas restée. C'était la première fois qu'on me voyait depuis des jours. Ce soir-là, j'étais assise à la lueur de la lampe de la cuisine, tenant Ara d'une main et servant du ragoût chaud à la cuillère de l'autre. Mes bras étaient fatigués, ma poitrine plus lourde que la faim ne pouvait l'expliquer. Mais pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas complètement seul. Le lendemain matin, j'ai cherché le vieux dossier où mes parents conservaient les documents juridiques. Je n'avais pas mis les pieds chez eux depuis leur départ. Ça sentait encore le vernis au citronnier et l'orgueil. Je me disais que j'étais juste là pour récupérer la dernière boîte de lait maternisé ou peut-être trouver un vieux berceau au grenier. Mais je savais ce que je cherchais vraiment, des réponses ou des preuves. Ara sommeillait dans le porte-bébé attaché à ma poitrine, tandis que je traversais la cuisine, ouvrant les tiroirs d'un doigt lent. Le réfrigérateur était vide, à l'exception d'un pot de confiture de filles importées et d'une demi-bouteille de Prosecco. Les placards étaient propres, trop stériles, en ce sens. Seuls ceux qui n'ont pas l'intention de revenir les laissent comme ça. Dans le tiroir du bas, sous la pile de courriers indésirables et le tire-bouchon cassé, j'ai trouvé un dossier verrusé intitulé « Espagne ». À l'intérieur se trouvaient les itinéraires de voyage imprimés des 6 derniers mois, vols, bail d'appartements et carte SIM internationale préactivées pour Barcelone. Ce n'était ni spontané, ni émotionnel. C'était orchestré. Derrière les itinéraires se trouvait un formulaire notarié. Mon nom, mon adresse, ma signature, copiée d'un ancien bail. J'ai réalisé que la procuration pour Queen, 6 mois, m'avait été transférée indéfiniment. J'ai appuyé mon pouce sur le papier, essayant d'en saisir la profondeur. Ils avaient fait de moi leur tuteur légal sans jamais me le demander, sans en discuter, sans même prétendre avoir le choix. Au dos du dossier se trouvait un relevé bancaire familial imprimé, daté de 2 semaines avant leur disparition. Un seul retrait, 21 600 $. Destination, Meridian Trust, division internationale privée. Pas même une banque américaine. Ils ont transféré l'argent à l'étranger. Je me suis assis à leur table de cuisine, la même table où ils organisaient les dîners des professeurs, ajustant ma posture et fixant les chiffres. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû avoir envie de casser quelque chose. Mais je n'ai ressenti que le silence. Ce n'était pas une erreur. C'était un échange. Ils ont choisi la liberté et m'ont offert Ara en guise d'excuse.
Une casserole sur le comptoir portait encore l'étiquette d'une boutique de Portland, 240 $. Il l'avait aussi oublié. J'ai plié les documents et les ai rangés dans mon sac. Puis j'ai de nouveau regardé autour de moi, comme si je m'attendais à entendre le voix résonner sur les murs. Mais le silence était total, et ce silence était sans complexe. De retour chez moi, je me suis allongé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des informations sur la procédure de demande de tutelle d'urgence en Virginie. Je m'attendais à ce que le bureau d'aide juridictionnelle soit stérile et surchargé. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La salle d'attente bourdonnait sous les néons et la réceptionniste leva à peine les yeux de son clavier. Mais quand Ephraim Rhodes entra dans la pièce, cravate légèrement de travers, manches retroussées, il me salua comme si j'étais une personne et non un dossier. Rien que ça, je faillis m'effondrer. Je lui montrai les documents que j'avais trouvés, la procuration, le relevé bancaire, les itinéraires imprimés. Il les parcourut lentement, tapotant les pages une fois avant de parler. « Ils ne vous ont pas prévenu » demanda-t-il. « Non, ils sont juste partis. » Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Alors, ce n'est pas seulement un transfert de tutelle. C'est une potentielle négligence financière. Peut-être même une fraude, selon la classification des fonds. » Il m'expliqua que si la procuration était techniquement légale, la tromperie impliquée ne l'était pas. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient l'intention de transférer la responsabilité sans consentement ou qu'ils avaient sciemment détourné les fonds partagés, nous aurions des motifs de contester à la fois l'accord de garde et la trace de l'argent. Je demandai quelle était la procédure. Il me répondit qu'elle était lente, pénible et ardue. Je répondis, je suis resté éveillé toute la nuit pendant des semaines. Qu'est-ce qu'une ascension de plus va faire? Cet après-midi-là, j'ai commencé à tout cataloguer, les reçus, les captures d'écran, les vieux SMS de Brian lui demandant de m'aider pour le week-end et celui de ma mère à propos de l'argent. J'ai créé un tableur. J'en ai imprimé des copies et les ai étiquetées. C'était obsessionnel, mais aussi comme si je construisais quelque chose, page par page. 2 jours plus tard, Brian a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais enregistrer sa voix. « Denica » a-t-elle dit d'une voix saccadée. « Tu as accepté. »« Non, je ne l'ai pas fait. » Tu as dit que tu donnerais un coup de main pour un week-end. Pas indéfiniment. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un rire sec et condescendant. Tu dramatises toujours tout. J'ai appuyé sur « Enregistrer » sur mon 2e téléphone. Tu crois qu'ils t'ont abandonné? Grandis. Ils en ont marre de te porter. J'ai failli lâcher le téléphone. J'ai stabilisé ma voix. Ils ne m'ont pas porté. Ils se sont cachés derrière moi. C'est ridicule. A-t-elle lâché? C'est fait. Tu ne vas pas nous effrayer avec des menaces de poursuite. Je ne dis rien. Je laissai le silence envahir la pièce. Elle raccrocha. J'annotai l'enregistrement et le sauvegardai 2 fois. Cette nuit-là, j'avais une légère fièvre. Je serrais Ara contre ma poitrine, sa respiration chaude et irrégulière, et je regardais le plafond vibrer à la lumière du lampadaire. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas validée. Mais je n'avais plus peur d'eux. Le lendemain matin, j'appelai Ephraim et lui dis que j'avais quelque chose à partager. Le texto arriva un dimanche matin, alors que je faisais chauffer un biberon. On rentre, on verra bien. Aucune excuse, aucune explication. Juste une explication, comme s'ils revenaient chercher une valise qu'ils avaient laissée derrière eux. Je ne répondis pas. 3 jours plus tard, ils étaient à ma porte. Sandre, avec son foulard coûteux. Grand, avec des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Ils avaient l'air bronzés et reposés, le genre de repos que seuls les gens sans responsabilité peuvent avoir. Ils ont réussi. J'ai ouvert la porte juste assez pour laisser leurs intentions transparaître et s'y attarder. « Tu as l'air fatigué » a dit Sandre en me dépassant en sautillant. « Tu fais toujours ce travail à temps partiel ?» Talbot m'a suivi, les bras croisés, le regard déjà scrutant l'appartement. « Nous avons été surpris que tu ne nous aies pas contactés plus tôt. Je pensais que tu aurais des questions. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas fait pour être parent. » Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés parler. Sandre s'est approchée d'Ara, assise dans sa chaise haute, en train de mâcher un morceau de banane. Elle a claqué la langue d'un air désapprobateur. « Tu n'es pas dans une bonne posture. Tu devrais vraiment faire du ventre plus régulièrement. » Je me suis retourné pour la regarder droit dans les yeux. J'ai déposé une demande de garde exclusive il y a 3 semaines. Ils se sont figés. Et j'ai fourni les justificatifs des virements bancaires, de la fausse procuration et de ton omission de m'avertir de ton intention de partir.
J'ai aussi enregistré des conversations téléphoniques avec Brian confirmant que je n'ai jamais accepté la tutelle à long terme. Talbot serra les dents. Denica, inutile d'envenimer la situation. Sandre fit un pas en avant. Ne gâchons pas les choses. C'est déjà moche, dis-je. J'ai juste arrêté de faire semblant. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'expression de Sandre se durcit. Ses yeux brillèrent du genre de froideur calculatrice avec laquelle j'avais grandi. Talbot soupira et feignit la déception comme s'il s'agissait d'un monologue répété. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on parte, » murmura-t-il. J'acquiesçai et ouvris la porte. Sandre se retourna en sortant. « Tu as toujours eu un don pour le mélodrame. Je ne pensais juste pas que tu entraînerais un bébé là-dedans. » Je ne répondis pas. Je ne bronchais pas. Je fermai soigneusement la porte, tournai le loquet et expirai. Ara laissa tomber sa banane par terre et frappa dans ses mains. Cet après-midi-là, Ephraim a appelé pour confirmer que la date de notre audience avait été avancée. La salle d'audience sentait la poussière et le cirage, et tout semblait trop lumineux. Ephraim marchait avec une assurance tranquille, serrant notre dossier comme un évangile. J'étais assise à côté de lui, les mains jointes, observant le regard du juge plutôt que celui de mes parents. Sandre et Talbot arrivèrent 10 minutes en retard. Brian ne se présenta jamais. Ephraim commença la chronologie. Il présenta les documents notariés, les plans de voyage datés de plusieurs mois et les relevés bancaires montrant des retraits et des transferts de fonds à l'étranger. Puis il montra les enregistrements. La voix froide et dédaigneuse de Brian confirmait que je n'avais jamais accepté la tutelle. Il tendit au juge une transcription imprimée. Sandre s'éclaircit la gorge à plusieurs reprises. Talbot souriait de temps en temps. Ils n'ont pas nié les preuves, mais ont plutôt essayé de les recadrer. « Ma fille a tendance à exagérer », dit Sandre d'une voix douce. Elle est très stressée. S'occuper d'un enfant, surtout un enfant qui n'est pas le sien, est forcément source d'émotion. La juge ne broncha pas. « J'ai examiné les documents », dit-elle calmement. « Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement la cession, mais aussi la nature stratégique du transfert. Madame Quinn a été trompée et n'a reçu aucun soutien financier ni affectif. » Elle marqua une pause et regarda mes parents droit dans les yeux. « J'accorde la garde exclusive à Madame Quinn. Le compte offshore sera gelé en attendant vérification. Toute visite de Sandre ou Talbot Quinn doit être supervisée et approuvée au préalable. » Sandre ouvrit la bouche. Le juge leva la main. « C'est terminé. » Dehors, le vent s'était levé. Sandre m'arrêta sur les marches du tribunal. « Tu as toujours été jalouse de Briany, » dit-elle d'une voix basse et aiguë. « Même enfant, tu attendais juste une occasion de nous punir de l'aimer davantage. » Je la regardai sans rien dire. Elle tourna les talons, s'approcha et me suivit sans un mot. Je me dirigeai vers le parking où Ara m'attendait avec Madame Hall, arrivée sans invitation. Le bébé a gloussé en me voyant les bras tendus. En la berçant pour l'endormir cette nuit-là, j'ai réalisé que je n'avais ressenti aucun soulagement, seulement un étrange silence creux, comme la fin d'un très long écho. Le lendemain matin, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu un message d'Ephraim marqué « Urgent ». Le poêle ronronne doucement maintenant, régulier et chaud. La plupart du temps, je baisse le chauffage tandis qu'Ara joue sur le tapis de patchwork à quelques mètres. Le berceau que j'ai construit avec de vieilles lattes de pin est posé à côté de l'étagère de bol fini. Parfois, elle y fait la sieste, les doigts enroulés autour d'une poupée de chiffon cousue à la main par Madame Hall. Mes mains sont de nouveau dans l'argile. La roue tourne à nouveau. J'ouvre l'atelier 2 jours par semaine. 3 jours si je me sens bien. Les commandes arrivent lentement mais sûrement. Le café du coin a réapprovisionné son présentoir à mug avec mes créations le mois dernier. Et une étudiante veut un ensemble sur mesure pour son exposé de fin d'études. Je prends ce que je peux et je laisse tomber le reste. Madame Hall passe tous les vendredis avec des biscuits à l'avoine emballés dans du papier sulfurisé. Elle ne reste jamais longtemps, juste un rapide coup d'œil et une légère pression sur mon bras avant de disparaître sur le trottoir. Sa présence est apaisante à sa manière, calme, fiable, à l'opposé de ce que j'attends des adultes. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à une nouvelle, à un nouveau rebondissement dans la saga. Mais des mois ont passé et le silence est devenu une chose avec laquelle je peux vivre. Les poursuites judiciaires sont presque terminées. Le compte est toujours bloqué. Aucune nouvelle de Briany. Je n'attends plus. La semaine dernière, Ara a donné naissance à son premier.